Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission vers 2020. Donc ce soir, toujours en compagnie de Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mourad, bonsoir chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Voilà, donc nous avons grosso modo deux sujets à aborder ce soir. Donc une polémique qui se termine plus sur le voile, donc une polémique de retour sur le voile depuis que Myriam Poutajou a été élue en tant que responsable de l'UNEF. Poujotou, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors mon cher Mourad, c'est une nouvelle polémique là que... Polémique politique et sur les médias, hein, bien sûr. Oui, hein, sur les médias, donc ils aiment nous bien, n'avons vraiment pas besoin. Alors il y a deux ministres qui sont vraiment empêtrés là-dedans. Et le plus important, c'est quand même Monsieur Collomb, hein, donc, qui est à l'origine de cette vague d'indignation, donc qui assimile le port du voile de cette responsable syndicale étudiante à une forme de terrorisme, à une forme d'islam politique, et on n'en finit pas. Voilà, donc on recommence à jeter de l'huile sur le feu. On est en train de diaboliser, comment dire, encore une partie de la population. On est en train de diaboliser une certaine religion par rapport à une autre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les musulmans restent chez eux uniquement, qu'ils ne sortent plus? Alors, en France? C'est peut-être la volonté de ce cher monsieur, ou de certaines personnes qui le suivent, et même donc celle qui m'a choqué encore le plus, c'est quand même Marianne Chapia, qui elle, comment dire, qui était a priori une personne qui défend le féminisme, le droit des femmes, le droit des jeunes, le droit des comment dire, des personnes vulnérables. Ben là, c'est vraiment tout le contraire. C'est le droit de certains alors, pas tout le monde. Alors voilà, on se pose des questions. Cette personne-là, elle s'est exprimée en toute honnêteté. C'est un choix. Elle veut vivre sa foi, elle veut vivre sa religion. Elle porte ce voile par conviction. Ce n'est pas comment dire, un choix qui a été imposé. Ce n'est pas, comment dire, un port de voile sur la contrainte, comme on aimerait le faire miroiter, comme on aimerait le faire passer. Voilà. Rien de tout cela, et comme des milliers, même des millions de personnes, de femmes ou de jeunes filles qui ont décidé de porter le voile, tout comme les autres personnes qui ont décidé de vivre leur foi musulmane, mais en ne portant pas le voile, nous devons le respect à ces personnes-là, qu'elles le portent ou qu'elles ne le portent pas. Donc moi je ne comprends pas pourquoi, encore une fois de plus, en 2018, en France, nous ramenons ce débat-là, comment dire, sur un média télévisé, sur un débat politique. Il n'y a pas de débat. Je pense qu'il y a un sujet à souligner à ce sujet. Une très grande partie des musulmans de France, ce sont les petits-enfants des martyrs qui ont perdu leur vie pour la France. Oui, donc ça c'est en plus, les Sénégalais, voilà, les Maghrébins, etc. Hein. Donc pour moi, ce sont des citoyens à part entière. Même s'ils ne disposent pas de la nationalité française, lorsqu'un citoyen juif est en France, vit en France et qui réside en France, mais qui n'a pas la nationalité française, qui soit allemand, israélien, autrichien, je ne sais quoi, mais qui veut vivre sa foi et qui est de confession judaïque et qui porte sa kippa, je pense que personne ne lui demande d'enlever sa kippa, même si cette personne-là, comment dire, a des responsabilités syndicales ou autres. Combien de fois nous avons vu des responsables politiques porter cette fameuse kippa? Alors je ne comprends pas pourquoi on fait tout un foin par rapport à une personne qui est engagée, comment dire, qui veut contribuer au bienfait de son syndicat, à la vie étudiante, qui veut apporter voilà, sa contribution dans le domaine de la vie étudiante. Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un foin. Voilà. Donc c'est un faux débat, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Moi j'invite l'ensemble de la classe politique, qu'elle soit du gouvernement ou de l'opposition, à un peu plus de dignité par rapport aux personnes de confession musulmane qui veulent vivre leur foi tout simplement
voilà, que la personne porte son voile ou pas, que la personne, comment dire, porte une barbe ou pas, que la personne porte des vêtements longs ou courts, voilà, c'est son choix. Nous sommes dans un pays de liberté, nous sommes dans un pays où nous sommes libres de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'habiller, de pouvoir manifester nos opinions, nos convictions librement. Donc voilà, stop, une fois pour toutes, par rapport à ces dérives. Cette polémique est née à l'époque de M. Sarkozy et de M. Valls, qui ont commencé à utiliser le mot islam politique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent que les musulmans s'éloignent? Parce qu'en fait, il y a une tendance quand même des musulmans qui s'intéressent à la politique en France actuellement, ce qui est normal. Hein. Les musulmans font partie de environ 9 à 10% de la population. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les musulmans s'écartent, qu'ils ne rentrent pas en scène au niveau politique? Alors moi, ce que je vois dans ces déclarations-là, qui sont sans ambiguïté de la part de ces dirigeants politiques, c'est diaboliser une certaine frange de la population par rapport à une autre. C'est de les stigmatiser, c'est de les montrer du doigt. C'est ce qui s'est passé dans les années 30-40 vis-à-vis d'une certaine population en Europe. Et c'est exactement le même scénario qui est en train de se produire. Donc actuellement, nous voulons diaboliser une certaine population. On veut les écarter de la scène politique, de la scène économique, de la scène sociale, de la scène artistique. Nous avons plein d'exemples ces derniers temps, donc en France. Et nous sommes en 2018. Ce sont des événements qui ne doivent plus exister, qui ne doivent pas avoir lieu. Nous prenons, un bon vivre ensemble, un bien vivre ensemble. Nous prenons, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est notre devise, c'est le fondement de notre nation, de la République. Donc il faut qu'on arrête sur ces débats-là. Ce sont des personnes qui veulent vivre. Et par rapport à l'islam politique, il n'y a pas d'islam politique. Les musulmans aujourd'hui votent comme ils veulent, ou ne votent pas d'ailleurs. Ils sont aussi ceux qui sont au pouvoir actuellement en Allemagne, ce sont des démocrates chrétiens. Donc, chrétiens. Ils sont tout aussi bien, des électeurs. Si on peut politiser le christianisme, pourquoi pas le musulman? Les musulmans en France, pour ne parler que de la France, sont aussi bien des électeurs, de la République en marche, de la France insoumise, même du Front National, du Parti Socialiste, des Républicains. Il y a autant de musulmans votants pour l'un ou pour l'autre. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut les diaboliser. Donc c'est une population qui est là, qui existe, qui existera et qui continuera à exister. Donc là, on va pas commencer à chipoter sur des termes d'islam politique ou quoi que ce soit. On n'est pas en Égypte. On veut nous faire croire que on va être envahi par des personnes voilées qui vont nous prendre d'assaut nos institutions, etc. Mais stop à l'amalgame, parce que là, franchement, trop c'est trop. Moi, je voulais tirer un coup de gueule par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Les politiques, faites votre travail. Monsieur le ministre, madame la ministre, vous avez un portefeuille, vous avez du travail, occupez-vous de ce que vous avez à faire, et laissez ces personnes-là vivre leur jeunesse, vivre leurs années étudiantes. Elle veut s'engager, qu'elle s'engage, elle est engagée d'ailleurs, elle veut travailler dans ce domaine-là, qu'elle apporte sa contribution. C'est pas parce qu'une personne porte un voile que l'ensemble de ce qu'elle fait, l'ensemble de ce qu'elle pense ou l'ensemble de ce qu'elle peut apporter comme contribution est forcément néfaste ou quoi que ce soit. Donc c'est à l'instance qu'il a élu, qu'il a mis à ce poste-là, de juger du travail ou de son mandat, de ce qu'elle va apporter, de sa contribution. Voilà. Donc c'est pas parce qu'une personne est d'une confession ou d'une autre qu'il faut qu'on la stigmatise. Donc toutes les personnes de confession musulmane, donc elles ne doivent plus travailler, elles ne doivent plus être visibles. On essaie de mettre de côté, d'écarter une certaine visibilité. Je suis désolé. La question que la plupart des gens peuvent poser... La population, elle est ce qu'elle est. La population française, elle est ce qu'elle est. Nous avons la chance d'être dans un pays qui est multiconfessionnel, multiethnique, pluriculturel. Donc, saisissons cette chance-là, saisissons cette opportunité-là pour qu'on puisse développer un meilleur vivre ensemble au sein de la communauté française. La question que la plupart des gens peuvent poser au niveau de l'écran, donc... UNEFT,
UNEF, pardon. Oui. C'est une organisation où il y a des élections, je pense. Bien sûr. Donc, c'est une personne qui a été élue. C'est une personne qui a été élue. En France, on ne tolère plus la démocratie. Ben, c'est ça. Ah ben oui. Donc c'est un peu ça. C'est un peu on est ça. en train de vivre. Donc moi, je me pose la question, le jour où une personne de confession musulmane, ou même une autre, je sais pas, une personne sikh par exemple, qui porte son turban, bah, imagine, voilà, cette personne est élue à la tête d'une municipalité ou est élue à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la laïcité qui est en danger parce qu'une personne va porter un turban sur la tête, ou une personne voilée de confession musulmane. Est-ce que c'est ça la conception de la laïcité? Je suis vraiment inquiet par rapport à la perception de nos politiques. Alors nous allons continuer sur notre deuxième sujet, et puis il y a quelques parties qui vont être en lien direct avec ce qu'on a dit, islam politique, etc. Donc il y a eu plusieurs rassemblements en France en soutien aux Palestiniens, donc surtout celui de Strasbourg où nous étions présents, oui. Donc avec toute l'équipe de France Média TV et France Média Turc. Donc le rassemblement a été organisé par le collectif Strasbourg-Palestine. Donc, sur Strasbourg, c'était voilà, Strasbourg, tout à fait. Voilà. Et puis il y avait plus de 15 associations. Oui, il y a eu plus de 15 associations qui étaient signataires du collectif, sans compter l'ensemble des autres associations strasbourgeoises, je dirais même plus large que Strasbourg, qui sont venus du Bas-Rhin, du Bas-Rhin et qui ont assisté, comment dire, à ce rassemblement Place Kléber à Strasbourg, donc ce dimanche 20 mai. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier à l'ensemble des participants et l'ensemble des structures qui ont eu le courage. Parce que Strasbourg, c'est une ville qui est quand même assez difficile sur ce plan-là. Pourquoi je te dis courage? Parce qu'en fait, il y a d'autres associations qui devaient rejoindre le collectif et qui n'ont pas pu, parce qu'en fait, il y a une pression énorme actuellement des politiques strasbourgeois sur ces associations-là qui ont des petites, des aides de la mairie de Strasbourg ou de la ville de Strasbourg qui ont été menacées. Donc ils ont dû se retirer de ce collectif. Tu sais, Mourad, moi j'irai plus loin. C'est que ces structures-là, hormis cette épée Damoclès qu'ils ont au-dessus de leur tête, ils font aussi beaucoup d'autocensure. Et c'est là, où c'est vraiment très dangereux, c'est qu'ils s'auto-limitent certaines choses, alors qu'ils ne devraient pas. Ils auraient pu prendre part à ce rassemblement. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour les sympathisants, pour les membres de ces associations. Moi, j'aimerais juste citer l'ensemble des associations qui ont participé. Revenons sur le sujet de la Palestine. Qui étaient là, l'ensemble de ces associations qui ont voulu prendre part à cette douleur, à cette souffrance terrible, plus de 64 décédés et 2500 blessés. Oui, parce que le but c'était quoi? Le but c'était non seulement de s'afficher, d'afficher notre soutien à ce peuple martyr, à ce peuple qui est en train d'être décimé, qui est en train d'être meurtri, qui est le peuple palestinien dans sa globalité, les Palestiniens musulmans, chrétiens, juifs, tels qu'ils soient, qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que ce sont les bourreaux, ce sont les victimes d'un État, colonisateur, d'un État barbare, d'un État persécuteur qui est en train de les anéantir. Voilà. C'était ça l'objet de ce rassemblement, et nous étions là pour dénoncer non seulement l'atrocité, la barbarie des actes commis par l'armée israélienne, mais aussi le manque de courage politique de par nos responsables politiques, le manque de courage de nos dirigeants, le silence assourdissant de ce monde occidental, de nos dirigeants, de nos politiques, de nos chefs d'État, de nos chefs de gouvernement. Et l'un des paramètres les plus importants qui fait que nous sommes à ce stade-là, c'est que actuellement, en 2018, nous avons un Israël qui a une superbe grande puissance derrière elle, qui sont les États-Unis d'Amérique, de Donald Trump. Présidé par Donald Trump. Présidé par Donald Trump, qui lui donne
une totale liberté d'action, une totale impunité, sans discernement. Autant auparavant, donc il y avait quand même un petit peu de retenue, je dis bien un petit peu de retenue, mais là c'est sans aucune retenue. C'est ça qui est le plus atroce. Donc l'État colonial, l'État colonisateur était en train de fêter ses 70 ans d'existence sur les terres palestiniennes, et cet événement, comment dire, ces 70 ans ont été, comment dire, fêtés dans un bain de sang, au même moment où ils étaient en train d'inaugurer cette fameuse ambassade, qui est, comment dire, une épine dans le pied, qui est à l'origine de tous ces, comment dire, toutes ces atrocités. Et ce qui est encore le plus important, c'est que ces Palestiniens qui étaient en train de manifester pacifiquement devant les grilles de la frontière de Gaza. Plutôt le mur, parce qu'en fait, la frontière de la Palestine, pour nous, c'est plus... Oui, mais là, en l'occurrence, c'était plus la des limite, barbelés, oui. c'était plus des barbelés et des grillages. C'était quoi? C'était aussi pour marquer comment dire, ce fameux événement qui était la Nakba. Donc le retour, donc ce sont des personnes pacifiquement, hein, ce sont des personnes qui ont été chassées de leurs habitations, de leurs terres, de leurs maisons. Donc c'est ça, comment dire, qu'il faut comprendre. Ils ont été littéralement chassés de chez eux. Donc tu peux pas imaginer, c'est-à-dire tu es chez toi et on te dit, ben voilà, à partir de maintenant, tu n'es plus chez toi et tu vas partir je ne sais où. C'est ça. Donc c'est un exode qui a été forcé. C'est une population qui a été chassée de ses propres terres, de ses propres maisons, de ses propres habitations, et qui est en droit, comment dire, de demander à ce que justice soit faite. Et c'est ça. Et le soutien des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois, en ce dimanche 20 mai. 2500 personnes rassemblées à la place Kléber. Hein. C'était ni plus ni moins. Moi je dis c'était un franc succès, donc je remercie l'ensemble des personnes, l'ensemble des structures, des associations qui ont contribué. Aussi. Donc j'aimerais citer la COGEP internationale, Abyssinie, l'ADITIB, l'Union française des consommateurs musulmans, l'association Future Génération, l'association Mystique Mevlevi Djevheri, association Terre de Paix, l'Institut Al-Andalouse, association Palestine de France, l'UETD, Union des démocrates turcs européens, Alternative Média Production, la mosquée de l'Elzo, l'AUIF, mosquée de la Gare, le Centre culturel turc de Strasbourg, l'association des familles turques de Strasbourg. Et à cette liste, on peut rajouter aussi le PEJ, Parti Égalité Justice, qui a aussi apporté son soutien à ce rassemblement. Logistique complète. Hein, et donc je leur remercie aussi de ce soutien. Donc pourquoi PEJ n'a pas pris la parole? Tout le monde attendait que le président du PEJ prenne la parole. On ne va pas rentrer dans les trucs, donc c'était un petit truc technique, on va dire, donc on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans. En fait, PEJ était là au niveau... logistique complètement. Ils étaient là, donc ils ont apporté leur soutien. Qu'on remercie. Hein. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc le message que nous voulons faire passer, c'est que voilà, nous sommes aux côtés de ce peuple palestinien qui souffre, qui endure toutes ces souffrances, qui est un peuple persécuté, et autant de fois que nécessaire, autant de fois que possible, nous serons là de nouveau sur les places strasbourgeoises pour dénoncer ces atrocités. Superbe. Ben, Mohamed, ça va être assez court ce soir. Donc j'aimerais juste quand même souligner qu'il y a des associations qui ont dû reculer par la pression de la ville de Strasbourg, hein, entre autres, et puis qui ont dû partir de ce collectif pour ne plus assister, ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, là, dans ce rassemblement, il n'y avait aucun enjeu politique. C'était plutôt la Palestine et les Palestiniens. Écoute, j'aimerais juste rajouter un dernier mot, et j'aimerais qu'on arrête là parce que ça va... ces associations-là, ces structures qui n'ont pas pris part à ce rassemblement, qui n'ont pas pris part à ce soutien, ils ont été félicités, rappelle-toi, par le CRIF. Et quand on sait le positionnement du CRIF en France, quand on sait les atrocités que soutient le CRIF en France, je pense que ne serait-ce que ce soutien du CRIF leur suffit comme fardeau. J'ai pas envie d'en rajouter plus.
Exactement. On va s'arrêter à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, merci. N'oubliez pas d'aimer et de partager. De partager. Liker et de partager notre émission. On va se retrouver, si tout va bien, lundi prochain à la même heure. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous.